Bien, mes chers collègues, nous allons débuter notre commission ce matin. Je vous demande, voilà, nous allons débuter. Je voudrais tout d'abord remercier le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, donc, pour sa présence. Donc, il était très attendu, afin qu'il nous présente la récente communication de la Cour sur la situation financière et les perspectives du système de retraite. Je vous précise que cette audition, naturellement, fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur le Premier président, le Premier ministre a saisi la Cour des comptes le 20 janvier dernier afin qu'elle dresse, dans le cadre d'une mission flash, et je crois que c'était extrêmement flash d'ailleurs, un constat objectif de la situation de notre système de retraite et de ses perspectives à court, moyen et long terme. Ce constat doit servir de base aux discussions entre les partenaires sociaux sur de possibles évolutions. Et je vous rappelle qu'en fin de matinée, nous aurons une discussion justement sur l'organisation, la méthode qui est mise en place pour la suite des débats. La Cour a rendu ses conclusions un mois plus tard, le 20 février. Monsieur le Premier président, je vais vous laisser présenter les travaux de la Cour ainsi que les conclusions à laquelle celle-ci est parvenue à l'issue de ces quelques semaines de travaux. Vous pourrez notamment nous préciser en quoi le chiffrage de la Cour rejoint ou au contraire se distingue de ceux du corps. Et je pense en particulier aux hypothèses moins optimistes en matière de productivité sur lesquelles vous vous êtes fondés, qui ont nécessairement des conséquences sur l'évolution financière du système de retraite. Naturellement, à l'issue de ces présentations, les différents commissaires seront amenés à vous solliciter, à poser des questions. Et je donnerai en premier lieu la parole à notre rapporteure générale, Elisabeth Douaneau, et à notre rapporteur de la branche vieillesse, Pascal Grony. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de m'accueillir devant votre commission, ce que je fais toujours avec grand plaisir, afin que je vous présente le rapport de la Cour des comptes sur la situation financière et les perspectives du système de retraite. L'histoire est la suivante. Lors de sa déclaration de politique générale le 14 janvier dernier, le Premier ministre, à ma presque grande surprise, a annoncé, mais c'était une bonne surprise, qu'il souhaitait remettre en chantier le sujet des retraites avec les organisations syndicales pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Et pour que cette démarche s'appuie sur un constat et des chiffres indiscutables, il nous a saisi, la Cour des comptes, pour réaliser ce qu'il appelle une mission flash de quelques semaines. Et en effet, nous avons déclenché le flash très tôt, puisque j'ai remis ce rapport au Premier ministre, entouré de 4 de ses ministres, Éric Lombard, Catherine Vautrin, Astrid Pallaud-Bouvet et Laurent Marcangeli, le 19 février dernier, après qu'une lettre de mission nous a été transmise le 20 janvier. Je le dis au passage, c'est une forme de petit exploit, c'était un challenge pour nous. La Cour des comptes n'avait jamais réalisé, je crois, un rapport aussi rapidement, et nous nous en sommes acquittés dans des conditions dont, je l'avoue, je suis assez fier. À l'issue de la présentation au Premier ministre, j'ai ensuite été présenter ce rapport à la conférence des partenaires sociaux, chargée de négocier une nouvelle voie pour notre système des retraites, qui est maintenant à l'œuvre. Un des motifs de fierté, le suivant, c'est que leur réaction a été unanimement positive. Quand je dis unanimement, ça va des partenaires patronaux du MEDEF jusqu'aux syndicats, disons la CGT par exemple. Ce qui veut dire que le rapport que je m'apprête à vous présenter, qui est naturellement entièrement objectif et indépendant, a rempli sa mission, qui était de fournir une base indiscutable et indiscutée aux discussions. Il n'y a dans ce rapport, j'y insiste, aucune préconisation, aucune proposition, aucune recommandation. C'était pas notre rôle. C'est simplement, j'allais dire, de mettre à la table pour qu'on puisse ensuite on puisse travailler. Je suis heureux de vous présenter nos principales conclusions, en espérant que ce rapport fera date. Pourquoi je dis fera date? Parce que, à mon sens, il sera utile d'abord aux travaux maintenant, aux travaux de la représentation nationale, et je pense qu'il sera utile plus tard, car il y a une chose qui est claire, c'est que nous n'en sommes pas à la dernière réforme des retraites, et qu'en réalité, toute l'histoire de notre système de retraite illustre le fait que bon, il y a un continuum de réformes, et ça continuera probablement ainsi. La réforme ultime, elle est très difficile à remplir. Je ne parle même pas des conditions politiques. Donc, nous avons voulu faire un travail solide et robuste
qui dure. La lettre de mission du Premier ministre, datée du 20 janvier 2025, a demandé à la Cour de dresser un constat objectif en un mois de la situation financière du système de retraite, de ses perspectives à court, moyen et long terme. Elle nous a demandé de mettre ces analyses en perspective avec la trajectoire d'ensemble des finances publiques, et c'est ce que nous avons fait. Une telle commande, je veux le dire d'abord, est pour moi un signe de confiance envers la Cour des comptes, qui est précisément, à mes yeux, ce tiers de confiance dans le débat public. Et nous l'avons pris d'autant plus sérieusement à cœur que c'est le sujet est fondamental pour notre démocratie, pour notre modèle social et pour nos finances publiques. C'est un enjeu démocratique car il concerne en fait tous les Français. Quelques chiffres pour commencer. Il y a aujourd'hui en France 17 millions de retraités. Il y a 4 millions de bénéficiaires de pensions de reversion. C'est déjà considérable. Mais ça concerne tous les actifs puisque nous avons un système de retraite par répartition qui est fondé sur la solidarité intergénérationnelle. L'avenir, c'est le nôtre. Ceux qui sont dans cette salle, à un horizon plus bref que les plus jeunes, mais c'est aussi le leur. C'est celui de nos enfants, c'est celui de nos petits-enfants, si nous restons attachés à la répartition, ce qui est le fondement du travail de la Cour, naturellement. La situation du système de retraite est aussi un enjeu pour notre modèle social, car ce système que nous avons choisi après-guerre dépend du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Or, le problème que nous connaissons, c'est pour ça qu'il y a autant de réformes, c'est que le déséquilibre démographique entre ces deux populations va croissant. Or, le fonctionnement par répartition exige forcément une gestion rigoureuse de l'équilibre financier du système. Vous comprendrez que la Cour des comptes y soit vigilante pour en assurer la pérennité et l'équité entre générations. Et enfin, c'est un enjeu pour nos finances publiques. Autre chiffre, la France consacre près de 14% de son PIB aux dépenses de retraite. Le système a connu des réformes successives dans les dernières décennies, notamment pour contenir l'augmentation des dépenses, mais à chaque réforme, on le sait tous ici, des crispations, des mouvements, des résistances se sont produites, ce qui montre bien que c'est un sujet qui en fait est semblable à aucun autre pour nos concitoyens. En somme, les modalités, le fonctionnement, la situation financière dans le système de retraite, c'est un sujet complexe, c'est un sujet technique, mais c'est un sujet profondément démocratique et social. Pour répondre à la commande du Premier ministre, quelques mots sur la méthode. Nous avons créé ce qu'on appelle à la Cour une formation ad hoc, regroupant plusieurs chambres de la Cour, dont j'ai moi-même présidé la collégialité, une équipe de magistrats, nos meilleurs spécialistes dans le domaine des retraites et des finances publiques, qui a travaillé sans relâche. Ça, on peut le dire. C'est une formule qu'on utilise souvent, et ça a été vraiment jour et nuit, 7 jours par semaine, parce que faire un tel travail en 3 semaines, parce qu'en fait, les 4 semaines intègrent le temps de la contradiction avec les administrations, c'est vraiment un exploit. Et je veux remercier publiquement et chaleureusement les membres de l'équipe. Merci au président de la première, la cinquième, la sixième chambre, Karine Cambi, Sophie Thibault, Bernard Lejeune, qui est présent à mes côtés, président de la sixième chambre, celle qui est votre interlocuteur le plus fréquent, de la protection sociale, qui a été le chef de file, je crois pouvoir dire, avec son équipe, et puis la contre-rapporteure, Mathilde Lignot-Leloup, que vous connaissez aussi, et le rapporteur général, Nicolas Fourrier, qui est présent aux côtés de Bernard Lejeune. Notre rapport poursuit un objectif essentiel, je l'ai dit, c'est être une base utile et indiscutable dans la poursuite des travaux entre partenaires sociaux et des travaux parlementaires. Pour nous assurer de remplir au mieux cette exigence d'utilité, j'ai reçu personnellement à la Cour l'ensemble des partenaires sociaux, chacun des chefs chacune des chefs des organisations qui sont présentes à la conférence sociale, et j'ai bien sûr vu aussi le président du corps, Gilles Berset, je répondrai à votre question chemin faisant, Monsieur le Président, ainsi que Jean-Jacques Marette, qui anime cette négociation importante. Avant d'entrer dans le détail et les constats des conclusions de la Cour, quelques mots sur le périmètre. D'abord, le périmètre de notre rapport inclut, c'était la commande, tous les régimes de retraite obligatoires. Comme chacun sait, l'organisation du système de retraite est complexe et elle relève d'une quarantaine de régimes qui ont des règles et des situations distinctes. Pour analyser l'état et les perspectives des régimes de retraite obligatoires, la Cour les a regroupés en 6 grandes catégories. Le régime général, qui couvre les salariés du secteur privé, les contractuels de la fonction publique, les travailleurs indépendants. Les régimes de base des non-salariés, qui regroupent les exploitants agricoles, les professionnels libéraux, les avocats. Le régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État, général et complémentaire. Les régimes spéciaux, comme la SNCF ou la RATP, qui sont en voie d'extinction. La caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la CNRACL,
Et enfin, les régimes complémentaires obligatoires, notamment l'Agirc-Arrco et l'Ircantec. En revanche, nous n'avons pas examiné en détail, ce n'était pas la commande d'ailleurs, les régimes et dispositifs facultatifs, les surcomplémentaires ou les supplémentaires. Conformément à la commande du Premier ministre, notre rapport répond à 3 grandes questions. D'abord, quel est l'état actuel et précis du financement du système de retraite? Deuxièmement, quelles sont les perspectives du système à horizon 20 ans et l'effet des réformes successives? Et enfin, quels sont les principaux leviers à la main des pouvoirs publics, ceux qui ont un effet direct? Je ne veux pas anticiper sur vos questions, mais j'étais hier dans l'autre commission des affaires sociales, celle de l'Assemblée nationale, on m'a demandé si et ça. Nous n'avons pas travaillé sur des hypothèses spéculatives, sur les revendications des uns, les contestations des autres. Nous avons juste dit simplement quels étaient les leviers directs. Il y en a d'autres qui sont plus macroéconomiques, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, puisque nous présenterons un deuxième rapport, que je présenterai peut-être devant votre commission si vous le souhaitez, à la mi-avril, justement sur les aspects finances publiques, compétitivité, emploi, qui ne sont pas inclus dans celui-ci, je tiens à le dire tout de suite. Nous en avons tiré des constats et des conclusions que je vais vous présenter. D'abord, premier message, en 2023, le système de retraite est légèrement excédentaire grâce à une succession de réformes, mais les situations sont hétérogènes selon les régimes et cette année est exceptionnelle. Pourquoi 2023? Parce qu'il fallait faire une photo, et une photo, ça se fait toujours avec les données dont on dispose. Les derniers données consolidées utilisables par la Cour, c'est 2023. En 2023, il y a plusieurs constats. D'abord, le système de retraite obligatoire est globalement favorable aux retraités par rapport aux pays comparables, grâce à un effort de financement élevé. En 2023, la France consacrait près de 390 milliards d'euros aux dépenses de retraite, ce qui équivaut à 14% de son PIB. C'est 4 points de plus que l'Allemagne. Alors on m'objectera que la structure n'est pas exactement la même, mais c'est substantiellement plus que l'Allemagne, en tout cas, même si on inclut les systèmes de capitalisation en Allemagne. Par ailleurs, les retraités bénéficient en France d'une situation financière relativement favorable par rapport au reste de la population. Par exemple, leur taux de pauvreté est inférieur à celui des actifs, même si personne ne peut ignorer qu'il y a de très fortes inégalités et qu'il y a des retraités pauvres, bien sûr, dans notre pays. Avec une pension moyenne de 1 626 euros bruts par mois fin 2022, le niveau de vie des retraités est similaire à celui des actifs en France, alors qu'il est un peu inférieur en Allemagne et dans les autres pays de l'OCDE. Encore faut-il aussi comparer les effets patrimoniaux, ce que nous ne faisons pas. C'est pas la même chose d'avoir un tel revenu ou un peu supérieur avec un loyer ou en possédant son logement, par exemple, et il y a plus de retraités propriétaires et plus d'actifs endettés. C'est assez logique. Une telle dépense nécessite des ressources importantes et diversifiées. Un point très important est qu'en 2023, les ressources alliées au paiement des retraites étaient composées pour 2 tiers des cotisations sociales et pour 1 tiers de la CSG et d'impôts et taxes affectés à des régimes de retraite. Et la proportion de cette dernière composante a augmenté au cours des dernières années, soit pour apporter des ressources complémentaires à certains régimes, soit pour compenser des pertes de recettes de la sécurité sociale liées à la mise en œuvre de certaines politiques publiques et exonérations. Deuxième constat qui ressort de cet état des lieux, notre système était excédentaire fin 2023. L'équilibre financier du système des retraites s'était dégradé de 2002 à 2010. Il s'est depuis progressivement rétabli. En 2023, le système de retraite bénéficiait d'un excédent qui atteignait 8,5 milliards d'euros. Comment expliquer cette situation? Elle tient à 2 facteurs. D'abord, l'excédent a été permis par une succession de réformes depuis 2003. Je ne les juge pas, je fais les comptes. Ces réformes avaient pour objectif de ralentir la baisse du rapport entre cotisants et retraités, qui est passé de 2,01 en 2004 à 1,78 en 2010, et de contenir l'augmentation des dépenses. L'âge légal d'ouverture des droits a été repoussé, sauf exception. La durée d'assurance requise pour avoir droit à une retraite à taux plein a été augmentée. Ces réformes ont progressivement retardé l'âge de départ effectif en retraite, et de fait, l'âge moyen des nouveaux retraités a reculé de 2 ans et 2 mois entre 2010 et fin 2022, où il atteignait 62 ans et 8 mois. Ce recul a permis de ralentir la dégradation du ratio entre cotisants et retraités, et même d'améliorer ce ratio entre 2020 et 2022. Il recommence depuis à se dégrader légèrement. Au gré de ces réformes, des financements publics croissants ont été alloués au système de retraite. Des taux de cotisation ont été relevés.
des impôts ont été affectés, les dettes constituées par certains régimes obligatoires ont été prises en charge par l'État ou par la CADES. Le deuxième facteur qui explique l'excédent de 8,5 milliards d'euros en 2023, c'est l'accélération de l'inflation en 2023, qui s'est répercutée plus rapidement sur les recettes, c'est-à-dire sur les salaires, que sur les dépenses, qui, comme vous le savez, sont indexées avec un an de décalage. Et donc, ce phénomène a amélioré, en quelque sorte, en trésorerie et provisoirement, la situation financière du système de 4 milliards d'euros. Donc, il y a quand même 4 milliards d'euros sur les 8,5 qui viennent de l'inflation. Et il y aura un effet boomerang l'année suivante, puisque le même phénomène dégrade la situation du même montant en 2024. Donc, 2023, c'est quand même une année assez exceptionnelle. Et je vais y venir un peu plus tard. Déjà, en 2024 et 2025, la situation n'est plus du tout celle-là. Et nous avons un déficit escompté pour 2025. Je donnerai le chiffre un peu plus tard. J'ajoute que si la situation financière du système était alors globalement excédentaire, ça cachait des situations très hétérogènes selon les régimes, avec deux situations très différentes. D'abord, le régime général et le régime des salariés agricoles, qui représentent 42% du montant total des pensions. Ils sont globalement dans une situation financière, je vais utiliser ce mot, que je qualifierais de précaire. Vu le poids de ces régimes dans le système des retraites, ce sont en vérité l'enjeu principal de son équilibre financier. C'est sans doute, je n'y suis pas là-dessus, que la négociation va se concentrer, comme la réforme d'ailleurs de 2023. Le déficit de ces régimes, malgré l'amélioration conjoncturelle de 2023, était de 0,2 milliards, mais il s'accroît rapidement depuis. La caisse des retraites des fonctionnaires territoriaux des hôpitaux représente pour sa part 7% du montant des pensions. Et là, je vais utiliser un adjectif encore un peu plus sévère, ce régime se trouve dans une situation critique, du fait d'une dégradation rapide de son rapport cotisant-retraité. Il y a de très nombreuses catégories d'âge qui vont partir à la retraite maintenant dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Et son déficit atteignait déjà, dans une très bonne année, 2,5 milliards d'euros en 2023. D'autres régimes sont dans une situation plus favorable, excédent du régime des professions libérales et avocats de 0,7 milliards en 2023, et surtout, les régimes complémentaires obligatoires ont vu leur situation se redresser rapidement. Leur excédent total atteignait 9,9 milliards d'euros en 2023. Ce qui veut dire que les 8,5 milliards d'euros, c'est du déficit partout, sauf pour l'essentiel sur ces régimes complémentaires obligatoires. Enfin, l'État contribue de deux manières au financement du système de retraite. D'une part, il participe à l'équilibre financier de 17 régimes spéciaux, ce qui représente une contribution d'un peu moins de 8 milliards. Et d'autre part, j'en viens au point qui agite tant le débat, avant, pendant, après, d'une manière quelque peu obsessionnelle. L'État finance le régime de ses fonctionnaires civils et militaires via une contribution de 45 milliards d'euros en 2023. Ce chiffre de 45 milliards d'euros figure dans le rapport. Il y a incontestablement un déséquilibre entre les ressources et les dépenses de 45 milliards d'euros. Je sais que la comptabilisation de ces contributions fait débat, au point d'occulter le reste. C'est comme si on ne parlait que de ça. Nous avons bien entendu examiné le sujet dans le rapport, et je vous livrerai l'analyse de la Cour en la matière, qui est, me semble-t-il, assez complète, subtile, équilibrée, mais finalement tranchée. En fait, il y a deux modalités qui existent pour la présentation dans le budget de l'État des recettes et dépenses des retraites de ces fonctionnaires civils et militaires. Selon la convention utilisée par la Commission des comptes de la sécurité sociale, inspirée de la LOLF, le régime est équilibré par construction grâce à la contribution de l'État dont le montant permet de garantir un solde nul. Il n'est pas totalement illogique que la Cour des comptes, qui est inscrite dans la Constitution et dans les textes organiques, s'inspire de la LOLF. Mais nous avons voulu aller plus loin. Cette contribution regroupe à la fois la cotisation employeur de l'État, ce qui est le cas dans le privé, mais aussi la prise en charge de dépenses de solidarité, ce qui n'est pas le cas dans le privé, et un éventuel financement d'équilibre, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Il existe un second mode de présentation des recettes et dépenses du régime des fonctionnaires civils et militaires, c'est la comptabilisation de ces dépenses et recettes depuis 2006 au sein d'un compte d'affectation spéciale qu'on appelle le CAS-Pension. La Cour, comme le Parlement d'ailleurs, analyse chaque année le budget, le cas échéant le déficit de ce CAS. Mais en tout état de cause, la conclusion de la Cour, c'est qu'il n'existe aucun déficit caché du régime des retraites des fonctionnaires, comme je peux le lire tous les jours, à travers une ou deux signatures qui me fatiguent.
Ces deux comptabilités, mais ça me fatigue à force quand même, sont justifiées et stables. Mais l'exigence de deux règles distinctes peut en effet nuire à la lisibilité financière du régime. On pourrait envisager de changer les conventions. Ça, je suis devant le Parlement, c'est de votre compétence, c'est pas de la nôtre. Mais je vais vous donner mon sentiment. Changer les conventions, ça ne changera pas le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets de fond. Le débat est en effet ailleurs. C'est vrai que l'État cotise au régime de ses retraites de fonctionnaires avec un taux de cotisation employeur sans rapport avec celui des entreprises privées au régime général. Comme employeur, l'État cotise à hauteur de 78% environ, tandis que les cotisations patronales dans le régime général sont de 16%. Et donc, certaines analyses considèrent que ces deux taux de cotisation employeur pourraient, voire devraient être comparés, et que toute différence entre ces deux taux représenterait, selon ces analyses, qu'ils appellent une surcotisation de la part de l'État au régime de retraite de ses fonctionnaires. Nous avons examiné ça de manière approfondie. Nous considérons d'abord que ces deux systèmes présentent de telles divergences qu'en fait, ils ne sont pas comparables. D'abord, l'assiette de cotisation n'est pas la même. Contrairement aux salariés du privé, les fonctionnaires ne cotisent pas sur les primes qui ont un poids significatif, et même, je peux vous le dire comme fonctionnaire, très significatif dans leur rémunération. Ce qui fait qu'à la fin, c'est pas du tout sur le salaire plus prime qu'on a la retraite. La perte de revenus est quand même assez massive. Bon. Ensuite, il existe des régimes spécifiques à certains emplois publics qui ne se retrouvent pas dans le régime général. Un pompier, un policier, un militaire peut partir en retraite, parfois même à 38 ou 40 ans. Et là, c'est comme quelque chose d'assez particulier. Enfin, la situation démographique est plus dégradée pour les fonctionnaires, en raison notamment de la maîtrise par l'État des effectifs et des salaires de ces fonctionnaires. En gros, c'est 1,7 cotisants pour un retraité dans le privé, et c'est 1 pour 1 dans le public. Situation dont l'État est obligé de tenir compte. Tout cela s'ajoute au fait que l'État mêle sans distinction, comme je l'ai dit, une cotisation employeur, là c'est OK, le financement de dépenses de solidarité, que le privé ne prend pas en compte, et un éventuel apport pour équilibrer le régime. Pour toutes ces raisons, nous avons considéré que la comparaison des taux entre les deux régimes n'est pas pertinente. Deuxième chose sur laquelle je veux insister devant vous, ce débat est sans incidence et sans effet sur les montants réels des déficits qui pèsent sur les finances publiques. Le besoin de financement, selon que vous le comptabilisez comme ci ou comme ça, que vous avez la convention X ou la convention Y, il est le même. Il est là quoi qu'il arrive. Il y a un besoin de financement, et donc après vous le financez par de la dette, vous le financez par de l'impôt, vous le financez par des économies, mais vous le financez comme vous voulez. Mais je ne suggère pas de remettre en cause les lois de finances organiques, la loi organique sur les lois de finances, qui est notre constitution financière, pour un débat technique qui ne permet d'ailleurs en aucun cas de résorber nos déficits. Au fond, là je sors un peu du rapport, mais il y a deux façons de voir. Soit c'est l'ensemble des finances publiques et il faut traiter le sujet à l'intérieur, c'est une vision. Soit on dit qu'il y a un système des retraites, en ne tenant pas compte des distinctions que je viens d'évoquer. Dans ce cas-là, c'est à l'intérieur du système qu'il faut trouver les ressources. Et là, ça conduirait à une dénonciation du régime des fonctionnaires, qui a été choisi collectivement par la nation, à proposer des solutions assez radicales, réduction drastique de leur retraite, embauche massive de l'autre côté pour compenser le déficit démographique. Pourquoi pas embaucher des millions de fonctionnaires, comme ça c'est sûr, ça s'améliorerait pour les retraites, capitalisation massive, ou bien encore d'autres modes de dégradation de la fonction publique. Je ne veux pas m'immiscer dans des choix politiques. Je crois surtout que l'analyse des faits n'y conduit pas, et je le dis ici à tous ceux qui s'énervent, répètent que nous trompons le monde, etc., ce qui finit quand même par être assez désobligeant. Non, notre analyse est la plus objective, la plus complète et de surcroît la plus neutre. Je peux vous faire une confidence, mesdames et messieurs les sénateurs. Quand je suis arrivé devant les partenaires sociaux, du MEDEF à Force ouvrière et à la CGT, tous n'ont eu qu'un mot: merci. Merci de nous avoir débarrassés de ce faux débat et de nous permettre de discuter de ce qui doit être discuté. Car si on avait rajouté ça, qui n'est plus un éléphant, mais un mammouth dans la pièce, une baleine, le débat se finissait à l'instant. Bon,
J'improvise un peu, je m'excuse devant mes collègues, mais j'avoue qu'à force, ce truc finit quand même par... on fait quand même des choses assez compliquées avec quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. Bon. Je passe au deuxième grand message du rapport, qui sont les projections à 20 ans. Les projections à 20 ans montrent une nette dégradation de la situation financière globale à 2045, malgré la réforme de 2023. Donc nous avons présenté des projections à l'horizon 2045. Pourquoi 2045 et pas 2070 ? Parce que nous avons considéré qu'après 2045, quand même, on entrait dans des hypothèses sur la natalité et la démographie qui devenaient quand même très hypothétiques, justement. Je ne vais pas rentrer dans le débat des hypothèses, mais je vais répondre à votre question maintenant, Monsieur le Président. Le corps, version 2023, avait retenu, je crois, une dizaine d'hypothèses. Le corps, version 2024-25, on a retenu une seule. Nous en avons retenu, il y en avait beaucoup, il y avait 4 hypothèses, mais il y avait pas mal de sous-hypothèses, Madame la sénatrice. Au total, ça faisait quand même pas mal de scénarios, on va dire. Parce que si vous combinez 4 hypothèses à travers tous les scénarios, ça fait beaucoup. Nous avons retenu 2 scénarios et 2 hypothèses de productivité, 0,7 et 1%. 0,7 étant considéré comme le scénario principal car c'est le plus réaliste. Au cours des 20 dernières années, malheureusement, et ça se dégrade, nous n'avons pas vu 0,7% de productivité, nous sommes plutôt à 0,4, 0,5. Mais il n'est pas interdit, bien sûr, d'espérer que la productivité augmente et que le taux de chômage baisse. Donc nous avons 2 scénarios, un à 0,7 avec 7% de taux de chômage, et un autre à 1% avec 5% de taux de chômage. Ça dépend où on place le plein emploi. En tout état de cause, et ce qui est très intéressant dans ce rapport, nous avons considéré, et ça a été ma surprise, que la variation de la productivité n'avait pas une influence significative sur les projections, avec moins de 1 milliard d'euros d'écart entre les 2 scénarios en 2035. 7 milliards en 2045, c'est bien plus significatif. Mais tout de même, je le dis parce que si on s'imagine que la solution magique, c'est la productivité va s'améliorer, le taux de chômage va baisser, bah non, ça ne va pas nous dispenser d'efforts sur les retraites. Que ressort-il des projections ? Là, je vais très vite. Le dépense du système de retraite serait de 414,5 milliards d'euros en 2025. Dès 2025, le déficit du régime des retraites devrait atteindre 6,6 milliards d'euros. Donc, par honnêteté, nous avons présenté le 8,5, mais en fait, nous sommes à 6,6 en 2025. Ça devrait se stabiliser autour de ce montant jusqu'en 2030, grâce à la montée en puissance de la réforme de 2023. Je vais y revenir. Au-delà de 2030, le nombre de retraités et le montant moyen de leur pension continueraient d'augmenter continuellement. Et donc, il y a 2 chiffres à retenir, 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045. C'est ça, la situation financière projetée. Et là aussi, dans la réunion des partenaires sociaux, ça n'a pas fait contestation. Toutes choses étant égales, par ailleurs, bien sûr. Nous ne sommes là que pour, encore une fois, dresser la table. Donc, 6,6 2025, à peu près la même chose en 2030, 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045. Voilà les principaux chiffres qu'il faut retenir. Le régime général concentrerait l'essentiel du déficit à la région 2045, entre 25 et 30 milliards d'euros. La caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux hospitaliers resterait elle aussi dans une situation défavorable, avec un déficit de 7 milliards d'euros en 2045. Les régimes qui sont dans une situation positive en 2023 devraient le rester. Ce qui veut dire qu'au total, malgré tout, le problème financier se concentre sur ces 2 régimes, régime général et retraite des fonctionnaires territoriaux hospitaliers CNRACL. C'est là où est le nœud du problème et aussi la clé des solutions. Enfin, la contribution de l'État. Nous avons été jusqu'à la projeter, et ça ne fait que confirmer ce que je vous disais. Elle se stabiliserait autour de 50 milliards d'euros en euros 2024. Parce que le nombre de fonctionnaires retraités atteindra un pic en 2028, puis diminuerait en raison de la maîtrise par l'État de ses effectifs. Le montant de la pension moyenne devrait aussi diminuer en raison de la modération du traitement indiciaire des fonctionnaires, qui conduit à des retraites plus faibles. Et donc, quelle que soit encore une fois la comptabilisation, ce chiffre-là devrait rester relativement stable. Donc, c'est pas là non plus où il y a la dynamique explosive de la dette pour demain. Si elle s'est produite, c'était hier. Voilà. Si je résume, la situation financière du système de retraite, dans sa globalité, va quand même se dégrader fortement dans l'avenir, avec une concentration sur le régime général et sur le CNRACL. L'accumulation des déficits pour ces régimes conduira à une dette
de plus de 300 milliards d'euros en 2045 pour le régime général, plus de 100 milliards pour la caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Nous avons examiné aussi les effets à venir des différentes réformes des retraites, notamment celle de 2023, sur le plan financier. S'agissant de l'âge de départ, les dernières réformes ont rehaussé l'âge légal d'ouverture des droits et accéléré la montée en charge de la durée de cotisation. Et donc, ça permet un recul important de l'âge réel auquel les actifs partent à la retraite. S'agissant du montant des pensions, il progresserait moins rapidement que le revenu net d'activité entre 2024 et 2045. Enfin, nous avons examiné les effets à venir de la réforme sur la situation financière du régime. La Cour a calculé que l'impact de la réforme de 2023 sur l'équilibre financier du système, tout régime inclus, serait d'environ 10 milliards à l'horizon 2030. 10 milliards à l'horizon 2030. L'effet du recul de l'âge de départ serait maximal en 2032. Ensuite, ça s'amoindrit. Et donc, cette réforme a des effets financiers. À ceux qui pensent que c'était la réforme ultime qui a tout résolu, la réponse est non. 10 milliards ne résout pas tous les problèmes de financement du système des retraites. À ceux qui pensent que cette réforme n'a aucune incidence financière, la réponse est également non. Si vous retirez cette réforme, si vous l'abrogez, c'est 10 milliards de plus qu'il faut trouver. Et qui s'ajoutent aux quelques 6,6 milliards d'euros en... Vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, je vous donne les chiffres, moi. Ce qui s'ajoute aux 6,6 milliards en 2030, aux 15 en 2035 et aux 30 en 2045. La troisième partie de notre rapport, je vous la présente rapidement. Je vous sens impatient de me poser des questions. Présente les principaux leviers de réforme et leur effet sur l'équilibre financier du système de retraite obligatoire. Je veux éviter un point qui risquerait de créer des malentendus. Je le redis, le rapport que je vous présente aujourd'hui n'est pas orienté, il est indépendant. Il ne préconise ni une réforme globale du système de retraite, ni les leviers à utiliser pour atteindre son équilibre financier. Il n'y a aucune recommandation, il n'y a aucune proposition, il n'y a aucune préférence. Ça peut décevoir, mais je pense que c'est notre meilleure façon d'être utile. Si nous étions rentrés dans l'arène du débat, alors là, franchement, c'était pas bon, quoi. Nous avons examiné les principaux leviers. Nous avons choisi d'examiner 4 leviers. Premier levier, c'est l'âge d'ouverture des droits. C'est l'âge légal, avant lequel, sauf exception, la liquidation de la pension de retraite ne peut pas intervenir. Il a été fixé à 64 ans par la réforme de 2023. Nous estimons que l'avancée d'1 an de cet âge, c'est-à-dire le fixer à 63 ans au lieu de 64 ans, représenterait une dépense supplémentaire pour le système de retraite de 5,8 milliards d'euros pour l'année 2035. Son recul d'1 an, soit 65 ans, au lieu de 64 ans, rapporterait 8,4 milliards d'euros en 2035. À la demande des organisations syndicales, notamment de la CGT, car c'est pas par malignité que nous avons choisi de jouer sur 1 an, c'est juste pour montrer les effets annuels. On n'était pas là pour répondre à telle ou telle revendication ou contestation. La Cour a réalisé un calcul du coût d'un retour de l'âge d'ouverture des droits à 62 ans. Ça peut intéresser. Le déficit des régimes de retraite serait augmenté de 10,4 milliards d'euros en 2035. Nous évaluons par ailleurs, et c'est intéressant, que l'effet, ça c'est un sujet sensible, l'effet d'une variation de l'âge d'ouverture des droits, quel qu'en soit le sens, est très puissant rapidement, mais se stabilise à moyen terme. En résumé, c'est un effet immédiat, mais un impact qui se réduit. C'est l'inverse pour le deuxième levier que nous avons examiné, la durée d'assurance requise, ou la durée de cotisation. Après la mise en œuvre de la réforme de 2023, la durée d'assurance requise devrait être de 172 trimestres, soit 43 ans, pour la génération née en 1965. Nous avons calculé que la diminution d'1 an de la durée d'assurance requise, soit un passage de 43 à 42 ans, coûterait 3,9 milliards d'euros au système de retraite en 2035. A contrario, l'allongement rapporterait 5,2 milliards d'euros en 2035. Ce qui veut dire qu'à court terme, ça rapporte un peu moins. Mais à long terme, ça rapporte plus, parce que ces effets se prolongent dans le temps et sont mieux étalés. Donc, voilà, ce sont des chiffres que je vous présente. Le troisième levier, c'est celui du montant des cotisations prélevées sur les actifs. Selon nos estimations, une augmentation d'1 point du taux de cotisation engendrerait un montant de ressources annuelles supplémentaires entre 4,8 et 7,6 milliards d'euros.
Ça varie, selon que ce serait appliqué sur la part patronale ou la part salariale, selon que ce serait appliqué aux salaires sous le plafond annuel, la sécurité sociale ou à ceux qui les dépassent. Une hausse du taux de cotisation, encore une fois, pas de jugement de valeur, c'est un levier puissant, mais dont les effets sur l'économie doivent être évalués. J'ai oublié de remercier tout à l'heure le corps, qui a travaillé avec nous sur les estimations, la direction du Trésor, la direction de la Sécurité sociale, la CNAV. Les modèles de la direction du Trésor montrent, je suis plus prudent là-dessus, une dégradation de l'activité en cas d'augmentation des cotisations. Mais incontestablement, ce n'est pas neutre. Enfin, quatrième levier, c'est les conditions d'indexation des pensions de retraite. Comme vous le savez, la revalorisation des pensions de retraite est indexée annuellement sur l'inflation, comme le demande la loi. En se fondant sur les dépenses du régime de retraite prévues en 2025, une sous-indexation d'1 point des pensions par rapport à l'inflation permettrait une économie de 2,9 milliards d'euros pour cette même année, avec un impact économique qui, pour le coup, serait assez faible, parce que la proportion moyenne des retraités français à consommer est moins importante, ce qui est logique, que celle des autres bénéficiaires de transferts sociaux. Leur capacité d'épargne est en moyenne plus élevée, même si, bien entendu, il y a des écarts. Plus généralement, nous ajoutons que la règle d'indexation n'est pas adaptée au pilotage des dépenses de retraite en cas d'évolution défavorable. Par exemple, le régime de retraite complémentaire en France ou bien le système de retraite en Allemagne dispose de règles d'indexation qui permettent de moduler la revalorisation des pensions en fonction des équilibres financiers. Voilà les conclusions de la Cour. Des perspectives financières qui sont celles d'une dégradation, 6 milliards, 15 milliards, 30 milliards, une accumulation qui gonfle la dette, mais avec quand même aussi, je veux terminer par là, des projections qui permettent de nuancer ce constat négatif. D'abord, il y a seuls 2 régimes, le régime général et le régime des agents des fonctions publiques locales et hospitalières, qui sont en réelle difficulté à l'horizon de 20 ans. Et puis, ces éléments confirment que les fondamentaux de notre système sont préservés, que la répartition n'a pas à être remise en cause globalement. J'entends bien que certains peuvent proposer d'autres systèmes, et pas alternatifs, mais complémentaires. La répartition est un régime robuste, à une condition, toutefois, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, c'est qu'il faut en assurer l'équilibre financier à long terme, sans quoi la répartition perd son sens. Voilà, au terme de cette mission qui, honnêtement, nous a fortement mobilisés, mais je crois aussi pouvoir dire passionnés. C'est un défi pour nous que d'aller aussi vite. Le rapport est, je crois, lisible, complet, clair. Je peux dire mission accomplie. Nous n'entrons pas dans des sujets polémiques. Nous les examinons parfois, nous les évacuons à l'occasion, mais nous touchons aux principaux enjeux. Nous avons rempli notre part de tâche, pas tout à fait, car il y a une deuxième partie du rapport sur les aspects plus macro-financiers et macroéconomiques qui sera pour le coup un peu plus discutable de ce point de vue-là, parce que nous n'avons pas exactement les mêmes données que nous rendrons le 15 avril, et que si vous m'y invitez, je serai naturel que je rendrai au Premier ministre le 15 avril. Donc, si dis-moi que je serai heureux de présenter naturellement aux commissions des affaires sociales et des finances, peut-être pour le coup, à ce moment-là. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Premier Président, pour à la fois le rapport, et merci à toutes vos équipes, mais également cette présentation. Je voulais, au-delà de la prouesse que vous avez évoquée, je voulais aussi vous dire que c'est une des fois où nous avons un rapport qui est facile à lire, parce que on est quand même sur un sujet qui est extrêmement complexe, et que souvent les travaux, les notes que nous avons sont d'une... Voilà, c'est plutôt réservé à un certain nombre de spécialistes. Et là, on a un document qui est facile à lire. Et je pense qu'en matière de communication, c'est un point important et essentiel. Si vous me permettez de vous interrompre, le président de la 6e chambre écoute avec attention, parce que c'est vrai que nos rapports sur la protection sociale ne sont pas toujours les plus faciles à lire. Et nous venons de prouver que nous pouvons faire des rapports faciles à lire. Donc, si on peut s'en inspirer en général. On vous laissera discuter entre vous. Voilà. Alors, on va tout de suite donner la parole pour un certain nombre de questions. On va commencer par notre rapporteur général, Élisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Et merci à l'ensemble des présidents des différentes chambres qui ont été impliqués dans ce rapport, ainsi que leurs collaborateurs. Je voudrais dire que j'ai apprécié également, comme vous l'avez dit d'ailleurs, les qualificatifs que vous avez employés, Monsieur le Premier Président, étaient tout à fait justes. Ce rapport est robuste et il est impartial. Et il nous donne une certaine disponibilité dans les données factuelles dont nous avons besoin pour regarder, je dirais froidement, la situation. Alors, je voudrais parler de contexte.
Parce que, en fait, quand le Premier ministre a annoncé justement cette mission flash près de la Cour, la situation géopolitique n'était pas du tout la même. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, en réalité, l'impérieuse nécessité de retour à l'équilibre, elle se fait encore plus prégnante. Et je pense que personne ne me contredira dans cet objectif. Alors, mes questions sont les suivantes. Vous avez parlé d'un deuxième rapport. Est-ce que vous avez déjà identifié les leviers éventuels sur lesquels vous allez travailler? Parce qu'on l'a vu, là, vous avez effectivement donné les leviers possibles pour aller vers ce retour à l'équilibre. Mais comment ça agit sur la compétitivité, sur l'emploi? Est-ce que vous avez, par exemple, des idées sur des propositions précises qui pourraient être l'augmentation des prélèvements obligatoires, par exemple, ou l'augmentation de la quantité de travail et l'augmentation du taux d'emploi, en réalité? Donc, est-ce que ce sont des pistes que vous avez identifiées? Le deuxième point, c'est sur le deuxième courrier du Premier ministre qui dit fixer ce retour à l'équilibre finalement plus tôt, à l'année 2030. Enfin, c'est ce qui a fuité. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu dans le rapport que vous aviez évalué à peu près le montant du déficit à ce moment-là à 6 milliards d'euros. Est-ce que vous le confirmez? Enfin, voilà, je voulais voir avec vous si cet objectif était possible. Et puis, il y a une autre question qui me vient aussi. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voit bien que dans notre système de protection sociale, il y a deux branches qui sont déficitaires. Il y a la branche retraite et la branche assurance maladie. Je sais qu'actuellement, vous êtes en train de faire un travail au niveau des dépenses d'assurance maladie. Alors, est-ce que c'est le rapport, finalement, d'approbation de Ralph, qu'on appelle dans le jargon, ou est-ce que c'est encore un autre rapport qui s'ajouterait à celui obligatoire de la Ralph? Donc voilà mes questions, mais j'avoue que la dernière, elle est un peu en plus, donc si vous n'avez pas le temps d'y répondre, je le comprendrai. Merci. Merci. Je vais tout de suite donner la parole à Pascale Gruny, ensuite je vous proposerai un premier niveau de réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président. Et puis, bien sûr, ces remerciements vont à tous ceux qui se sont penchés sur ce rapport pour une mission flash, effectivement, très rapide, mais qui, à mon avis, permet de donner les chiffres et derrière, ne plus avoir de contestation, tout du moins, on l'espère et on l'attendait. Ma première question, c'est, vous en avez parlé, hein, vous avez des relations avec la délégation paritaire permanente des partenaires sociaux que vous avez eue. Est-ce que vous en aurez d'autres pendant la période où ils vont travailler ensemble? Et si oui, quelles relations vous comptez avoir avec eux? Le rapport de la Cour chiffre diverses mesures comme évolution de l'âge d'ouverture des droits, durée d'assurance. Est-ce qu'il vous semble possible d'atteindre l'objectif d'équilibre en 2030 sans augmentation des recettes ni moindre indexation des pensions? Ensuite, vous prévoyez, on l'a entendu, une forte dégradation du déficit du système de retraite, tout régime confondu, donc 6,6 milliards, 15 milliards en 2035, 30 en 2045. Cette dégradation majoritairement imputable au régime général, vous l'avez dit. Pourquoi le ratio démographique de ce régime évolue-t-il plus défavorablement que d'autres? Et quelles solutions existent-ils pour contenir les effets de cette dégradation, si vous avez pu examiner ce point? Et ensuite, sur la CNRACL, ce régime connaîtrait un déficit important, malgré l'augmentation en fait du taux de cotisation, qui d'ailleurs fait plaisir à personne, ça on le sait bien. Voilà. Et cette caisse a reversé plus de 100 milliards d'euros constants dans le cadre du mécanisme de compensation démographique entre régimes de retraite. C'est aussi un sujet dont on parle beaucoup. Et selon le rapport rendu par l'IGAS et l'IGF en mai dernier, la CNRACL devrait pouvoir bénéficier de ce dispositif de compensation démographique en 2027. Or, la Cour des comptes a recommandé dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2024 la suppression de ce dispositif. Quelles solutions alternatives existent-il pour améliorer la situation financière de ce régime?
Je vous remercie. Très bien, je vous propose une première série de réponses à nos rapporteurs. Merci, Madame la rapporteure générale, pour votre appréciation du rapport. Nous n'avons pas naturellement traité du contexte géopolitique, mais ça, c'est vrai que c'est un sujet plus général qui nous concerne tous. Nous voyons bien que nous entrons dans des phases où nous aurons sans doute, je ne vais pas prononcer le mot d'économie de guerre, mais à engager des efforts sérieux pour rehausser notre capacité de défense face à des menaces qui vont croissant et des protections qui s'affaiblissent. Le rapport avec nos alliés traditionnels que sont les États-Unis est tout de même en train de se modifier. Alors certains peuvent estimer que c'est dans des proportions dramatiques, d'autres que ce sera finalement rattrapé par une logique transactionnelle. En tout cas, ce qui se passe est fort inquiétant. Aujourd'hui, assurément, nous sommes sans doute très amis avec le peuple américain, mais moins alliés avec le président américain. En tout cas, lui, se sent moins alliés avec nous. Ce qui veut dire que si nous voulons être capables de répondre à des menaces sur notre sol, et notre sol, c'est le sol européen, nous allons devoir faire des efforts. Et évidemment, ça ne peut pas se faire au prix d'une dégradation supplémentaire de nos déficits, qui sont malheureusement, je le dis fréquemment dans d'autres salles, dans ce palais ou d'autres assemblées, les plus dégradés d'Europe. Je dis bien les plus dégradés d'Europe. Je voyais que l'Italie avait réduit son déficit en un an de 7% à 3,4%. Nous allons le réduire royalement de 6% à 5,4% si tout va bien. Nous avons là quand même un vrai sujet. Et donc, ça oblige quand même à gérer au mieux les dépenses publiques, que ce soit la dépense de l'État, la dépense des collectivités locales ou la dépense sociale. Ça, ce sera le rôle de la Cour que de le rappeler, mais c'est aussi le vôtre que d'en tenir compte. Après, sur notre second rapport, il sera différent. Ce ne sera plus la 6e chambre qui sera chef de file, mais la première chambre, celle qui traite des finances publiques en général et de l'économie. Il y aura une forte dimension européenne pour apprécier les dynamiques d'emploi et de compétitivité. Il faut se comparer davantage à nos principaux partenaires. Il analysera la question du lien entre les règles du système de retraite et l'évolution du taux d'emploi, notamment pour les seniors. Enfin, il approfondira l'impact des leviers mobilisables sur l'emploi et la compétitivité qu'on a abordé, mais peu dans le premier rapport. Et donc, si vous voulez, ça veut dire, j'anticipe que je ne peux pas vous répondre à toutes ces questions. J'y répondrai plus tard. Mais assurément, ce sont des paramètres de débat. Même si je veux tout de suite vous donner comme une réflexion, évidemment, on peut souhaiter une croissance plus forte en France, et on peut souhaiter, et il faut tout faire pour avoir des taux d'emploi plus élevés. Mais là encore, c'est pas le hasard que ça ne se soit pas produit. Nous avons une croissance potentielle en France qui n'est pas celle d'un tigre asiatique. Nous sommes à 1% aujourd'hui. Donc ne pensons pas non plus, c'est comme ce que je disais sur la productivité, il vaut mieux avoir plus de productivité, plus de croissance, plus d'emplois que moins. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire très probablement il reste en toute hypothèse des efforts financiers à faire, que ce soit pour le budget de l'État, pour le budget de la sécurité sociale ou pour les régimes de retraite. Pas plus que le premier rapport, le second a vocation à faire des propositions d'augmentation des prélèvements obligatoires. Là encore, ce que nous nous efforçons de faire, nous sommes au début du travail pour le coup, enfin, j'ai bien avancé, mais il n'est pas tout fini. On a encore un bon mois pour le faire. C'est une base solide aux discussions des partenaires sociaux, notamment sur les principaux leviers de réforme. Et la question du taux d'emploi sera évidemment centrale dans ce second rapport. Ce que nous voulons faire, c'est documenter son évolution, en éclairer les principaux déterminants, nous comparer à nos principaux partenaires, et la question de l'impact de l'augmentation du taux d'emploi sera évidemment abordée. Le montant du déficit prévu en 2030 est de 6,6 milliards d'euros constant. J'ai aucun commentaire à faire sur ce qu'a dit le Premier ministre. Ça, c'est ses rapports avec les partenaires sociaux. Mais disons que entre 2025 et 2030, les déficits devraient rester assez stables et que quels que soient les paramètres qu'on se fixe pour 2030, les vraies difficultés commencent après. En réalité, c'est pour ça que nous sommes sur 2045 et pas uniquement sur 2030. Sur votre question complémentaire, j'y réponds tout de même. Je vous confirme que la Cour prépare un rapport qui vise à explorer les pistes pour une meilleure maîtrise des dépenses de santé, tout en conservant, voire en améliorant, l'offre et la qualité des soins. Ça provient d'une demande qui nous avait été faite il y a déjà un an par le Premier ministre Gabriel Attal, d'une revue de dépenses que nous n'avons malheureusement pas pu lui remettre
parce que je devais lui remettre la veille du premier tour des élections législatives qui n'était pas prévu, puis ensuite, bon, je ne vous fais pas le film. Donc nous avons décidé, non pas de congeler ça, mais de laisser passer la phase de débat budgétaire et d'actualiser les chiffres. Et donc nous serons en mesure de vous la présenter rapidement en avril, avant le RALF, qui sera publié fin mai, donc ce sera distinct, parce que l'importance du sujet, la revue des dépenses, vont au-delà de ce que permet un simple chapitre du RALF. Naturellement, je serai prêt et heureux de vous le présenter le moment venu. C'est un rapport dont j'ai quand même vu les prémices, qui sera un rapport important, sans aucun doute. La Cour a présenté, Madame la rapporteure spéciale, son rapport à la délégation des partenaires sociaux le 20 février. Nous avons participé à la réunion du 27 février pour répondre à quelques demandes d'explication des organisations syndicales, notamment une que nous avons présentée, le chiffrage d'un retour de l'âge légal à 62 ans, demandé par plusieurs organisations que je vous ai donné, 10,4 milliards d'euros. Mais voilà, nous arrêtons là. Je reviendrai présenter le deuxième rapport devant les partenaires sociaux. Je crois que le système tel qu'il était conçu, c'est une fusée à 3 étages. Le premier, c'est l'expertise, c'est notre rôle, donner une base indiscutable. Nous l'avons fait. Et c'est reconnu comme tel par tous, en tout cas par ceux qui sont dans la salle de négociation. Le deuxième étage, c'est la négociation. Et le troisième, ce sera le vôtre, c'est l'étage parlementaire. La Cour des comptes n'avait pas vocation à jouer un rôle de conseil, en l'occurrence, mais à jouer un rôle d'éclaireur. Notre rapport propose des leviers. C'était la commande du Premier ministre. Nous examinons les mesures disponibles pour les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Nous avons rempli cette commande. Nous n'allons pas au-delà, parce que je ne voudrais pas que nous préemptions le dialogue social et les discussions des parlementaires. Mais nous examinons toutefois l'effet dans le temps des différents leviers. Sur le ratio démographique, nous montrons que les différentes réformes ont permis d'en limiter la dégradation. Mais pourquoi le régime général? C'est simplement parce qu'il concentre la plupart des cotisants. Et il est donc particulièrement atteint par la dégradation du ratio, plus que les autres. Mais c'est en masse, si vous voulez. Et vous rappelez à juste titre un chapitre du dernier RALF sur la compensation démographique que la Cour avait fortement critiqué, allant jusqu'à envisager sa suppression. Il nous semble, et je le redis, que ce dispositif ancien, puisqu'il date de 1974, n'est plus pertinent, notamment avec la fin de certains régimes spéciaux et de graves erreurs de calcul qui en affectent le principe. Et ce système ne nous paraît pas une solution pour faire face aux différences de ratio démographique entre les différents régimes. Nous le disions avant, nous le disons après. Merci beaucoup. Alors, je vais donner tout de suite la parole au président Patria. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci à vous pour votre rapport à la fois objectif, impartial. Peut-être que ma question tombe mal, parce que vous avez pour partie répondu avant en disant que vous ne vous écartiez pas de la mission qui vous avait été donnée. Les projections pour 20 ans sont assez alarmantes. Peut-être serait-il intéressant d'avoir en même temps un comparatif avec le système de nos voisins européens. Vous avez cité l'Italie qui a été longtemps derrière nous et qui maintenant passe de 6% à 3,4% en un an ou 2 ans. J'imagine que ce n'est pas seulement le fait de passer la retraite à 67 ans qui a fait cela, mais il serait intéressant de savoir comment les pistes qui ont été évoquées ou les mesures qui ont été prises pour y arriver. L'examen des différents paramètres fait cependant apparaître l'impasse sur la recherche de nouvelles ressources de financement. Vous avez évoqué toujours, on est dans le choix binaire. Faut-il baisser les cotisations? Faut-il augmenter les cotisations? Faut-il augmenter l'âge de la retraite ou baisser les cotisations? Le choix binaire, on l'a tout le temps évoqué sans jamais trouver de solution réelle. Alors, vous avez répondu avant que vous ne vous écartiez pas de votre mission, mais est-ce que vous avez cherché d'autres sources de financement en dehors de celles habituellement, j'ai cru comprendre que ce serait peut-être l'objet d'un rapport supplémentaire. Je n'écarte pas, entre autres, la possibilité, même si le mot va faire bondir, de capitalisation qui existe déjà, avec les surcomplémentaires, avec le régime des retraites additionnelles sur la fonction publique en 2027, avec nos voisins européens, je l'ai dit à l'instant. Donc, je sais que par avance, vous avez répondu un petit peu de ne pas vous en écarter, mais est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur ce sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Raymonde Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président, et merci à la Cour des comptes pour ce rapport et, bien entendu, en préalable, la fin du faux débat sur le déficit caché. Cependant, j'aimerais questionner d'autres choix méthodologiques. Bon, en général, pourquoi se limiter aux 4 leviers paramétriques classiques
sans plus questionner les causes des baisses de recettes, soit la dynamique des ressources qui pèsent beaucoup sur le déficit des retraites. Les ressources du système de retraite représentent en 2023, vous l'avez dit, 13,5% du PIB. Cette part devrait diminuer jusqu'à atteindre 12,4% du PIB en 2070. Vous avez pointé les causes, notamment relatives au régime des fonctionnaires, sur les ressources du système de retraite en part de PIB, qui baisserait aussi en raison de la baisse, par exemple, de la part des traitements indiciaires des agents affiliés à la CNRACL. Or, si l'on tient compte d'un maintien des engagements de l'État, comme c'est le cas si l'on suit la Convention Effort de l'État constant, EEC, et non la Convention Équilibre permanent des régimes, EPR, que vous privilégiez, la part des ressources dans le PIB serait alors de 13,3% en 2070, selon le corps, soit 0,9 points en plus de la Convention EPR. Et le solde du système de retraite, dans le meilleur scénario, pourrait être à l'équilibre à plus ou moins long terme. Alors pourquoi ne pas avoir souligné les potentiels effets d'un maintien des contributions de l'État dans le système des retraites en parallèle à vos analyses sous convention EPR? Car tout calcul, vous savez, Monsieur le Président, du solde est conventionnel, mais si ces conventions n'ont pas d'impact, vous l'avez dit aussi, sur le solde global des finances publiques, elles modifient toutefois le diagnostic financier sur les retraites. Et pour apprécier la soutenabilité du système de retraite, beaucoup, enfin certains, disent qu'il est préférable de se référer à la trajectoire EEC, mais vous retenez la convention EPR, la plus défavorable au solde. Alors pourquoi? Le deuxième choix méthodologique sur lequel je voulais revenir se retrouve dans votre chiffrage des effets de la hausse de cotisation. Outre le fait que personne ne propose une hausse brutale des cotisations de 1 point, que vous retenez dans votre rapport, vous indiquez que cette hausse de cotisation aboutira à une destruction de 57 000 emplois selon, et c'est ça le choix méthodologique, le modèle macroéconomique Mésange. Pourtant, quand vous évaluez les gains de la réforme de 2023 pour les administrations publiques, votre cours se tourne vers le modèle comptable, très favorable, lequel évalue le gain pour les finances publiques à 0,9 points de PIB au bout de 10 ans, et non sur le modèle Mésange, qui n'évalue ses gains qu'à 0,4 points à 10 ans. Donc ma question, c'est pourquoi les effets négatifs d'une augmentation des cotisations, vous convoquez le modèle Mésange, mais le modèle comptable, par contre, pour les gains de la réforme. Parce que c'est très rigoureux de passer d'un modèle à un autre, une fois pour maximiser les gains du passage à 64 ans, enfin du moins ça maximise, puis un autre pour maximiser les pertes d'une augmentation des cotisations de façon brutale, empêchant les adaptations de l'économie. Car pourquoi ne pas avoir envisagé les effets d'une hausse progressive des cotisations à 0,15 points par an sur 7 ans? Et pourquoi ne pas avoir étendu la réflexion sur une hausse des cotisations uniquement sur l'assiette déplafonnée? Et je termine. Pourquoi la Cour des comptes n'a pas repris ses propres conclusions sur l'augmentation des dispositifs d'exonération non compensés à 19 milliards désormais, plus de 10 milliards sous M. Macron, qui, pour la seule désocialisation des heures supplémentaires, a fait perdre 10 milliards à la branche retraite depuis 2019 et qui creuse le déficit. Voilà. Mes questions méthodologiques essentiellement. Très méthodologique, très bien. Merci beaucoup. La parole à Laurence Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question est au sujet de la CNRACL. Nous avons reçu de nombreux courriers de la part des maires à ce sujet. Dans le Bas-Rhin, d'ailleurs, un grand nombre ont adopté des motions expliquant qu'ils ne peuvent pas faire face à la nouvelle hausse actée par le gouvernement dans un décret sans aucune concertation avec eux. Il est en effet évident qu'on ne peut pas jouer uniquement sur la hausse des cotisations des employeurs, car non seulement c'est intenable pour les employeurs publics, mais en plus cela ne résoudra pas le problème, vous l'avez évoqué vous-même. L'AMF et les élus qu'elle représente demandent une remise à plat du système.
Quelle est votre analyse ou l'analyse de la Cour des comptes sur ce sujet et quelles sont ses préconisations pour trouver des solutions à la fois plus pérennes et plus équitables pour les employeurs territoriaux, même si vous nous avez bien confirmé que vous n'aviez pas d'avis à émettre sur ce sujet, que ce n'était pas dans votre mission. La CNRACL reçoit les cotisations des fonctionnaires, mais pas celles des contractuels. Or, ils sont de plus en plus nombreux. Ne devraient-ils pas cotiser à ce régime plutôt qu'au régime général ? La Cour pointe une autre cause au déficit de la CNRACL. Celle-ci couvre par ses seules cotisations les droits non contributifs liés à des dispositifs de solidarité, comme la majoration pour enfants, alors que le régime général, lui, bénéficie pour cela d'un transfert de la Caisse nationale des allocations familiales. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Et je donne la parole maintenant à Olivier Henno. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier Vice-président. D'abord pour la qualité de ce travail. Je pense que c'est extrêmement important, même s'il y aura toujours des personnes pour le contester, mais qu'au niveau du constat, on puisse être certain des principes d'impartialité et d'objectivité. J'y ajoute quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est la notion de robustesse. Parce que peut-être que si on enlève un doute sur la robustesse de notre système, notamment vis-à-vis des plus jeunes générations, c'est aussi, alors là, un travail extrêmement précieux parce qu'il y avait ce doute. Donc, lever ce doute sur la robustesse et l'avenir de notre système de répartition, c'est essentiel parce qu'il joue un grand rôle dans le contrat social national, dans le récit français même, en quelque sorte, dans le roman français. Et donc, ma question concerne la notion d'espérance de vie, parce qu'elle n'a pas été tellement abordée. C'est d'ailleurs celle que moi j'utilise souvent pour aborder la question de l'âge de départ ou le nombre d'années de cotisation, la réforme Touraine. Et moi, il me semble que notre système y tient, mais je voulais avoir votre avis là-dessus, si, grosso modo, on sert 20 ans de retraite aux personnes, mais qu'au-delà, ça craque. C'est-à-dire que si on avait une espérance de vie de 80 ans à 60 ans, bon, bah, ma foi, le système y tient. Mais à partir du moment où on doit servir 23 ans de retraite, il n'est pas illogique que ça craque. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de cette donnée et d'analyser notre système de répartition par cet angle et par cette analyse. Je vous remercie. Merci. Pour terminer cette première tournée, je donne la parole à Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, alors d'abord, de la modeste place à laquelle je me trouve, je m'associe aux remerciements des partenaires sociaux pour le fait que la Cour des comptes n'ait pas retenu le fameux scénario du déficit caché que, en tant que membre du corps, je vois fleurir depuis 2 ans et qu'on a essayé de nous imposer également au corps. Je termine mon commentaire là-dessus. Sur le rapport, vous rappelez que les cotisations sociales représentent 2/3 des ressources financières de notre système de retraite et vous chiffrez l'augmentation d'un point, vous chiffrez les conséquences de l'augmentation éventuelle d'un point de cotisation et vous dites bien évidemment que cela pourrait avoir des répercussions sur l'économie. Mais moi j'ai 2 questions à vous poser à l'aune des 2 paragraphes que vous avez consacrés à cette question. Sachant que les salaires ne représentent qu'une partie des coûts de production et des charges fixes des entreprises, qu'en est-il du poids réel d'une augmentation des cotisations sur les salaires rapportée à l'augmentation plus générale des coûts de production et des charges fixes, comme l'augmentation des coûts de l'énergie ou des matières premières? Je sais qu'il est difficile de répondre à cette question, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais voilà, vous voyez bien quand même l'objectif de ma question. Ensuite, je vais citer un économiste dont bien évidemment tout le monde ne partage pas les avis, mais Michael Zemmour souligne que dans la mesure où le coût de l'abrogation de la réforme n'est pas énorme, c'est son commentaire,
Et je me place dans l'hypothèse d'une suppression de la dernière réforme. Le levier traditionnel de financement, c'est la hausse des cotisations sociales. L'abrogation de la réforme coûterait 0,6 points de PIB à l'horizon 2032, ce qui pourrait être financé par une hausse de cotisations de l'ordre de 0,15 points par an à partager entre employeurs et salariés pendant 6 ans. Que pouvez-vous me répondre à cela? Et ensuite, pour terminer, Monsieur le Premier ministre a fixé un cap aux partenaires sociaux qui est celui du retour à l'équilibre à 2030. Quel est votre avis là-dessus? Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je vous laisse répondre à nos 5 sénateurs. Merci d'abord pour l'appréciation que vous faites de la qualité du rapport, de sa lisibilité, de sa robustesse. J'insiste aussi sur le mot de robustesse parce que je crois que c'est un rapport qui pourra servir utilement pendant encore quelques temps. D'autres sources de financement existent, Monsieur le Président Patriat, mais elles sont, c'est vrai, hors champ du système de retraite tel qu'il existe. La capitalisation, les impôts, la CSG, etc., même s'il y a une part maintenant croissante d'à peu près un tiers qui est assurée pour des raisons d'affectation par des ressources financières. Nous ne les avons pas traitées. Ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Et tout à fait, dans le débat des partenaires sociaux comme dans le vôtre, ça fait partie des sujets qui sont abordables. Simplement, je voudrais revenir sur ce que je disais en conclusion. C'est une conviction de la Cour, c'est que notre système de retraite par répartition, il est globalement préservé aujourd'hui et qu'il est sauvable. Autrement dit, si on devait introduire d'autres paramètres, sauf changement pour le coup de modèle social, ce ne serait pas alternatif mais complémentaire. Bon, ça, je laisse ça aux partenaires sociaux et aux parlementaires de l'apprécier, mais je crois que c'est ainsi qu'il faut le dire. Dans le deuxième rapport que nous présenterons, il y aura, comme je le disais, des comparatifs internationaux, et je serais heureux de vous les présenter le moment venu. Madame Poncet-Monge, des questions méthodologiques très pointues. Mésange a pour objectif de mesurer les impacts macroéconomiques avec les fragilités qu'on connaît. Je suis plus prudent sur l'usage, je l'avoue, des projections de Mésange que je ne le suis sur les travaux du corps. Je parle en termes d'analyse technique, parce que là, dans un cas, nous avons des impacts financiers qui sont extrêmement bien documentés, une fois que les hypothèses sont rentrées dans la boîte. Dans l'autre cas, tout modèle macroéconomique est discutable, en effet. Simplement, je redis que même si le chiffre qui est donné là de Mésange, qui est cité comme tel, de 57 000 emplois, n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, incontestablement, une hausse des cotisations a un impact sur la compétitivité. Il ne serait pas raisonnable de penser que c'est totalement neutre économiquement. Ce n'est pas le cas. Par contre, les calculs sur les impacts financiers, déficit ou excédent des régimes de retraite sont réalisés avec les modèles de la CNAV, et je considère qu'ils sont là tout à fait solides. Sur la CNRACL, Madame la sénatrice, effectivement, les contractuels cotisent au régime général et ça dégrade ainsi le solde. De même, le transfert de la CNAF solidarité familiale ne concerne que le régime général, ce qui montre les difficultés de comparaison entre régimes et d'équité entre eux. Ça, c'est un sujet que nous n'avons pas traité, mais qui peut être traité par les partenaires sociaux. C'est un problème de gouvernance et de complexité du système. Encore une fois, il y a 40 régimes qui existent, que nous avons regroupés dans 6 catégories. Mais on voit bien que les catégories elles-mêmes ne sont pas totalement étanches. Et c'est vrai que compte tenu du poids que prennent les fonctionnaires, les contractuels, pardon, dans l'emploi public, votre remarque ne manque nullement de sens. Mais encore une fois, nous avons raisonné en partant des textes de loi organique tels qu'ils sont et en partant aussi de l'organisation des régimes tels qu'ils sont. Monsieur le sénateur Reynaud, je ne sais pas si je vais reprendre votre conclusion, mais en tout cas, votre démarche, elle est évoquée dans le rapport. Dans l'annexe 1 du rapport, on montre la très forte sensibilité de l'espérance de vie à 65 ans. La Cour a retenu une hypothèse tendancielle qui est celle de l'INSEE. Nous considérons qu'on va rester avec une durée importante de retraite, quel que soit finalement le régime, à peu près 24 ans, 23, entre 23 et 24 ans. Donc, vous pouvez penser qu'au-delà de 20, c'est plus soutenable, mais en toute hypothèse,
Ce que montre le rapport, c'est que nous restons... Les réformes ne dégradent pas, compte tenu de l'espérance de vie, la durée de vie à la retraite au-delà du temps d'activité. Sur les scénarios, Madame Lubin, bon, je ne vais pas commenter les choses. Je vais vous dire une chose sur la retraite des fonctionnaires civils et militaires. Nous ne l'avons pas écarté pour la commodité du débat. Et nous ne l'avons pas écarté pour contrarier tel ou tel, que ce soit un expert ou le Premier ministre. J'ai été fort mari, je l'avoue, des commentaires qui sont voilà, la Cour désavoue le Premier ministre. C'était pas le but. Je peux vous dire que la Cour, comme elle est, si elle avait estimé que le raisonnement de certains experts, comme Jean-Pascal Beaufray, était juste, nous l'aurions retenu, quitte à déplaire. Si nous ne le retenons pas, c'est parce que nous pensons que ce n'est pas juste, que ce n'est pas neutre et que ça ne répond pas au problème. Non, je veux le dire parce que on a toutes sortes de biais. Voilà, la Cour cherche à favoriser le dialogue social au détriment de telle position politique. Pas du tout. Nous avons fait un travail. Alors là-dessus, comme nous voyons que le sujet était très sensible, nous avons passé un peu de temps, comme j'ai passé un peu de temps à vous l'exposer, comme je passe un peu de temps à en débattre. Nous pensons que ce n'est pas la bonne méthode. C'est notre analyse, c'est pas notre préférence. Par ailleurs, ça a quand même une certaine commodité, car je pense que ça aurait détruit immédiatement le processus, ce qui n'est pas forcément un résultat souhaitable. Pour le reste, je vous renvoie à notre deuxième rapport sur les éléments économiques, en redisant ce que je disais sur les modèles macroéconomiques, qui seront forcément plus hypothétiques, plus spéculatifs, plus discutables que les modèles utilisés par le corps, par exemple, ou sur les données sociales. La proposition de Michael Zemmour n'est pas commentée par la Cour. Michael Zemmour, nous le connaissons bien, car vous ne le savez peut-être pas, il est membre du Haut Conseil des finances publiques. Il est membre du Haut Conseil des finances publiques que je préside, Michael Zemmour. Donc je disais que nous n'avons pas analysé sa proposition, pas davantage que d'autres. Nous avons l'habitude de travailler avec lui, fort agréablement. Très bien. Sans être toujours d'accord. Mais c'est la force du pluralisme au sein du Haut Conseil des finances publiques. Merci, Monsieur le Premier Président. Alors, on continue les questions. Je donne la parole à Jean-Marie Van der Berg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, j'ai apprécié, comme tous mes collègues, la clarté et la robustesse, j'ajouterai aussi, par rapport au corps auquel j'appartiens avec quelques-uns de mes collègues, je trouve que vous parlez français. Et c'est agréable. C'est agréable. Oui, par exemple, je trouve que c'est intéressant, par exemple, de mettre des milliards plutôt que des pourcentages de PIB, même si, effectivement, les deux doivent se raccorder, bien sûr. Mais au moins, je pense qu'on fait œuvre pédagogique. J'ai le sentiment que si on ne convainc pas les Français dans leur ensemble, et pas seulement les syndicats, et pas seulement les parlementaires, que le système est fiable, mais qu'il doit être corrigé sur certains paramètres, ben on n'y arrivera pas. On aura toujours des défilés, des oppositions qui ne sont absolument pas constructives et qui conduisent finalement, qui conduiraient à terme à défaire complètement le système, ce que craignent les jeunes, toujours. Donc, je vous donne vraiment un grand satisfecit. J'ai apprécié aussi que vous ayez distingué dans le système, qui est un peu une boîte noire, les 6 catégories. Je crois que si on veut approcher les solutions, il faut travailler sur les catégories. Parce que déjà, le privé, c'est 80% effectivement des salariés, et on est en disproportion par rapport au reste, soyons clairs. Donc si on ne traite pas ça, et je pense que c'est d'ailleurs la mission que se sont donnés les partenaires sociaux, c'est de traiter en priorité cela. J'ai apprécié aussi que vous ayez projeté quelques solutions pour améliorer le solde. Ça manque beaucoup dans le rapport du corps, ou en tous les cas, c'est simplement évoqué, mais globalement. Et donc,
tout ça me paraît effectivement très positif. Alors j'ai 2 questions qui rejoignent celles que d'autres ont déjà posées. La première, ça concerne la fonction publique d'État, particulièrement les personnels civils et militaires. Bien sûr qu'il n'y a pas de déficit caché, c'est pas caché puisqu'on sait qu'il y a effectivement, j'emploierai pas le mot déficit d'ailleurs, parce qu'il est normal que l'État finance les retraites de son personnel. Le problème, c'est que ça crée une dette, parce qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, les 45 milliards que vous évoquez, les 50 à terme, c'est de la dette. Alors comment pourrait-on sortir de la dette? Déjà, d'ailleurs, il y a des pistes, parce que vous avez l'après-fonds. Je parle donc de capitalisation. C'est un mot que certains ici ne veulent pas entendre, mais pourtant, elle existe. Il y a les outils. L'après-fonds, la RAF, dont vous dites dans votre rapport qu'il y a un encours de 43 milliards. Il y a le FRR, que certains voulaient supprimer, mais il y a 20 milliards qui sont les bienvenus. Je pense qu'on a l'amorce d'un fonds de placement qui... Et il y a des exemples. Je pense qu'il faudrait élargir le champ de votre prochain rapport au Québec, par exemple. J'ai lu récemment qu'au Québec, on finance les retraites du public uniquement par la capitalisation et que tout le monde s'en porte bien. Ça aide considérablement, ça soulage les finances de l'État. Je dis bien, c'est un système obligatoire. C'est pas là pour enrichir, comme certains le pensent, des banques ou quelques officines. C'est l'État, ou là, le provincial évidemment, qui finance les retraites du public. Alors, je pense qu'il y a là une réflexion à nourrir, et j'aimerais bien que la Cour des comptes, dans son prochain rapport, puisse nous éclairer sur ce point, sur les moyens d'y parvenir. Et puis la deuxième question, ça concerne l'emploi, l'amélioration de l'emploi, du taux d'emploi, notamment des seniors. On avait eu, lors de la réforme précédente, de la part de M. Dussopt, et puis de certains économistes, une estimation que si nous passions, en quelques années, pas en un an évidemment, du taux de 56% à 66%, qui est la moyenne de l'OCDE, ça rapportait 8 à 10 milliards. Est-ce que vous le confirmez, ou est-ce que vous pourriez effectivement, dans le prochain rapport, étudier un peu ce dispositif, enfin les moyens d'atteindre ce chiffre, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. La parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci pour ce rapport impartial. Ça a été dit complet, mais aussi ce rapport qui a la confiance des partenaires sociaux et du gouvernement. Donc ça, c'est quand même très important. Donc très rapidement, je reviens sur ce que vous avez dit. 15 milliards, si on conserve ce qui a été mis en place, c'est-à-dire retraite à 64 ans et 43 ans de cotisation, c'est 15 milliards de déficit en 2035, 30 en 2045. Si on revient à 63 ans, c'est plus 6 milliards, et 62 ans, plus 11. Donc je voudrais rappeler aussi que la réforme 2023, vous l'avez sûrement fait, mais si vous voulez, a quand même in fine réduit, si vous voulez, le financement, un impact réduit sur le financement, parce qu'elle s'est accompagnée quand même de dispositions sociales avec augmentation des petites retraites, des carrières longues, peut-être au niveau des femmes également. Je crois qu'il faut aussi le rappeler. Donc l'État verse le régime spéciaux 10 milliards d'euros, bon, ça paraît normal, et 5 milliards pour les fonctionnaires. Donc, est-ce que l'État peut financer plus dans les finances actuelles? Bon, je pense qu'on peut dire non. Les cotisations des employeurs, 78%, ne peuvent pas être augmentées. Et donc, est-ce qu'on peut augmenter les cotisations du privé
c'est que ça va poser quand même un problème économique et aussi une diminution aussi des salaires, puisque les employés auront une diminution du salaire. Donc, je pense qu'il faut absolument conserver la sécurité sociale et la retraite par répartition, qui est quelque chose de tout à fait une colonne vertébrale de notre République. Et ce qui a été mis en place, les 64 ans et 43 ans de cotisation, ne vous paraît-elle pas une base vraiment solide, et en espérant, si vous voulez, ce que vient de dire Monsieur Van Drenberg, c'est-à-dire que les 60-64 ans, mais avec des dispositifs qui peuvent être négociés avec les partenaires sociaux, ne vous paraît-elle pas indispensable, si vous voulez, d'augmenter le nombre d'emplois pour passer de 40% à 60%, en gros, comme c'est en Allemagne et dans les pays du Nord, ce qui rapporterait, bien sûr, quelque chose de très important, puisqu'on augmenterait le personnes sur le marché du travail, augmenterait le produit intérieur brut des recettes fiscales et bien sûr plus de cotisations. Et enfin, on pourrait avoir un petit peu aussi je pense, de retraite par capitalisation, comme cela est mis en place au niveau du préfonds. Merci. Merci beaucoup. Alors la parole à Anne-Sophie Romani. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier Président, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à la qualité de ce rapport. Vous évoquez une impossibilité de comparaison entre les régimes de retraite publics, privés, en raison de la nature de leur fonctionnement trop distinct, de la part de la multiplicité des régimes qui existent aujourd'hui. On en dénombre effectivement environ 40. Est-ce qu'une forme de simplification ne serait pas la bienvenue afin d'y voir plus clair pour trouver des pistes d'économie viables? Est-ce qu'un travail peut être envisagé en la matière, ou est-ce qu'on est arrivé à ces 6 catégories qui sont déjà peut-être une première forme de simplification, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans cette simplification? Parce que j'imagine bien évidemment qu'il existe des points communs entre ces différents régimes, et peut-être qu'il y a un travail, c'est un mot à la mode, la simplification en ce moment, mais il y a peut-être un travail à faire de manière un peu plus approfondie. Et question subsidiaire, est-ce que la projection que fait la Cour des comptes pour la CNRACL tient compte de la solidarité interrégime? Je vous remercie. Merci. Pour terminer, la parole à Cathy Poursoupoli. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, merci, Monsieur, pour votre rapport. Évidemment, les chiffres que vous relatez dans votre rapport sont fiables. 17 millions de retraités, 4 millions de pensions de reconversion, 14% évidemment du PIB consacré aux retraites, et puis à fort juste titre une pension moyenne de 1 629 € brut par mois en moyenne pour les retraités, parce que nous savons, et les uns et les autres, qu'il y a des salariés pauvres et que de plus en plus de salariés, puisqu'on voit les moyennes d'année en année finalement monter, deviennent pauvres. Et quand on parle de 1 629 € brut, je rappelle quand même que ça fait 1 400 € à peu près net, et que donc quand on a encore un loyer à payer, une assurance, une mutuelle, une petite voiture, eh bien finalement je ne pense pas qu'on puisse vivre dignement avec ça. Et puis je pense évidemment, ça a été dit, à ces retraités agricoles, ces artisans, etc., etc. Mais vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez exploré le retour de l'âge à 62 ans. C'est dans l'annexe, c'est pas dans le tableau officiel. C'est donc en annexe. Et pour notre part, nous aurions évidemment souhaité que ce principe de l'âge de la retraite à 62 ans soit étudié dans le tableau et dans le rapport. Alors, ma collègue Monique Lubin a parlé tout à l'heure de Michaël Zemmour, que moi je regarde aussi avec beaucoup d'attention. Elle a parlé de la hausse des cotisations notamment. Et moi, j'aimerais vous interpeller sur plusieurs sujets, parce que finalement, nous avons pour notre part proposé des recettes pour ce régime de retraite
que nous ne voulons pas voir disparaître, comme nous ne voulons pas voir disparaître la sécurité sociale. Et malheureusement, si on ne s'attaque pas à de véritables ressources pérennes, je pense que le taux de cotisation, comme ça a été dit, de la CNRL pourra continuer à grimper chaque année et mettre un peu plus à l'os et nos hôpitaux publics et nos collectivités locales, mais je pense que ça ne réglera pas le problème parce qu'au bout d'un moment, elles sont en grande souffrance et je ne vois pas comment on va pouvoir continuer finalement à ne pas aller chercher l'argent là où il est. Parce que de l'argent, il y en a. Nous avons pour notre part des recettes à proposer et finalement qui ne priveraient pas beaucoup ceux et celles qui se verraient impactés donc par les recettes que nous proposons. Alors, nous avons par exemple défendu une proposition avec mes collègues tout au long de cette réforme des retraites sur une justice qui devrait être d'ailleurs réparée, c'est l'égalité salariale homme-femme, qui est quand même, il faut se le dire, une véritable injustice. On arrive bientôt au 8 mars, tout le monde va être content de célébrer le 8 mars, on va tous aller dans des réceptions pour célébrer le 8 mars, et puis finalement, eh bien, à diplôme égal, les femmes ne gagnent pas la même chose que les hommes. Donc, et l'on sait que cette égalité homme-femme pourrait ramener à la sécurité sociale plusieurs milliards d'euros. Donc, ce serait juste. Donc, que pensez-vous de cette mesure qui pourrait donc nous faire en sorte que nous puissions récupérer plusieurs milliards d'euros? Je crois que c'était 5,5 milliards d'euros entre les dépenses et les recettes, rien que sur le régime général. Que pensez-vous finalement s'attaquer un peu aux contributions des revenus financiers? Et puis, bah oui, bah voilà, mais c'est ça, hein, la vie. Et puis, sur les exonérations de cotisation des employeurs, 80 milliards d'euros, bon, hein, d'exonération. On n'est pas obligé de s'attaquer à tout. On peut juste reprendre de ce qu'il nous faut. Voilà. On n'est pas obligé de prendre les... Non, mais on n'est peut-être pas obligé de prendre les 80 milliards tout de suite. On peut peut-être prendre juste ce qu'il nous faut pour équilibrer le régime des retraites. Moi, je ne suis pas une jusqu'au-boutiste. Moi, les 80 milliards, peut-être pas tout de suite. Mais en tous les cas, prenons ce qu'il nous faut pour équilibrer notre régime de retraite. Parce que moi, j'ai quand même l'impression, dans tout ce qui nous arrive, que finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont mis à contribution, les salariés de ce pays, et que les autres, eh bien, finalement, ça va, quoi. Leur petite vie continue. Donc, moi, j'aimerais quand même que l'on puisse s'attaquer à ça. Et puis, nous avions fait une proposition de loi avec ma collègue Sylvana Silvani et Céline Brulin sur l'indexation des salaires. Vous en avez parlé tout à l'heure à monsieur. L'indexation des salaires, finalement, permettrait de faire entrer des cotisations à la sécurité sociale. Et je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Je regrette qu'elle n'ait pas été votée. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. En tous les cas, voilà quelques ressources auxquelles nous pourrions nous attaquer. Et puis, je pense que, très franchement, ça ne priverait pas certains et ça ne les ferait pas vivre avec une petite retraite comme ceux et celles qui la touchent actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et arrêtez, j'ai une dernière intervenante, c'est Marie-Do Schliemann. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour cet exposé particulièrement clair et qui nous remet les choses bien dans l'esprit. Et merci à ceux qui y ont contribué. Alors, je voulais vous poser deux questions. La première a été amorcée par ma collègue Laurence Muller-Bronn, qui concerne effectivement le risque d'impact récessif sur le régime de retraite lié à l'augmentation des cotisations des employeurs publics, eu égard aux perspectives particulièrement défavorables qui sont documentées concernant la CNRACL. J'ai entendu votre réponse. La Cour des comptes n'a pas examiné en particulier ce point.
mais j'ai bien noté que vous y portiez une attention particulière. Mon propos porte aussi sur un autre point, c'est la question des primes. Les primes qui, effectivement, ne sont pas assujetties aux cotisations sociales, ce qui pose un double problème, d'abord en termes de pension de retraite, de niveau de pension, puisqu'il n'y a pas de répercussion de ces primes sur la pension qui est servie par la suite aux anciens fonctionnaires. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une perspective de financement complémentaire de la CNRACL si ces primes, qui peuvent être importantes dans la rémunération, dans le traitement des fonctionnaires, pour certains, notamment cadres de fonctionnaires, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces primes pourraient être intégrées dans l'assujettissement, dans une perspective justement de pouvoir améliorer le financement du régime de la CNRACL? Je vous remercie. Voilà, on vient de terminer la dernière série. Monsieur le Premier Président. Je voudrais commencer par remercier M. Van Lerenbergh, qui, avec sa productivité habituelle, a adressé à la Cour une contribution qui a été examinée naturellement par la 6e Chambre et son président. On aura l'occasion d'en reparler. Nous travaillons dans un contexte de grande hâte. Sur la fonction publique d'État, oui, vous avez raison, le financement des retraites crée de la dette. Mais encore une fois, la question, c'est de savoir si c'est une dette spécifique ou si c'est une dette générale. La difficulté de ces systèmes de comptabilisation, c'est que si on pensait qu'il y avait un problème de retraite cantonné en soi, à ce moment-là, on serait obligé d'agir dans un assez petit périmètre. Du coup, la réduction de la part de l'État ne pourrait se faire que par une hausse massive des cotisations des fonctionnaires, une détérioration du taux de remplacement pour le calcul des pensions, une embauche massive ou, et c'est ça notamment qui provoque aussi des levées de boucliers parmi les organisations patronales en particulier, mais syndicales aussi, un transfert du privé vers le public. En réalité, le problème qui était affronté, c'est le problème de la dette publique en général. Notre dette publique est de 3 300 milliards d'euros. Notre remboursement annuel est supérieur à 60 milliards d'euros, ce qui est supérieur au budget de la défense. On parlait tout à l'heure du contexte géopolitique. C'est ça la réalité. Et ça ne cesse de monter. Nous rembourserons au train où nous allons 100 milliards d'euros allègrement avant 2028-2029. Et là, c'est non seulement plus que la défense, plus que l'éducation, ça va bientôt être la dépense plus l'éducation. C'est pas possible. Et donc la question collective, c'est ça, c'est comment réduire notre dette publique en général. Sur le taux d'emploi des seniors, c'est un sujet qui est en cours d'analyse, dont je reparlerai dans le 2e rapport, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Monsieur Chassaing, les 10 milliards d'économies de la réforme de 2023 contiennent effectivement les économies liées à la mesure d'âge et le coût des mesures sur les carrières longues et aussi d'autres mesures d'accompagnement. Le taux d'emploi des 60-64 ans est un facteur très important et il sera regardé justement dans le 2e rapport que je viendrai vous présenter le moment venu. Sur les questions de Madame Romagny, oui, vous avez raison, les 6 catégories permettent de faciliter la lecture en regroupant des régimes proches, mais c'est bien 40 régimes qui existent. Une simplification est sans doute nécessaire, mais là, ça supposerait qu'on décide de changer de focale, c'est-à-dire de sortir du paramétrique pour revenir au systémique. C'est ce que tentait de faire la réforme à retraite par points. C'est pas le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, et c'est pas quelque chose qui était envisagé dans le cadre de la réforme qui est en discussion, mais la question reste ouverte pour l'avenir, bien sûr. Madame Apourceau-Poly, la Cour ne porte pas de jugement sur le niveau de pauvreté. Ce que j'ai voulu dire, quand nous disions que la situation des retraités était favorable par rapport aux actifs, c'est qu'il se trouve que le niveau de revenu que je cite est aussi celui des actifs en moyenne. Donc ça dit quelque chose sur l'état de la société française en général. Et des retraités pauvres, bien sûr, il y en a. Nous avons là juste repris les chiffres en la matière. Disons que dans un état où les revenus des Français retraités sont faibles, les revenus médians des Français en général ne sont pas non plus élevés. Cette situation est celle-là. Pour ce qui est des propositions, je ne vais pas commenter encore une fois toutes les propositions qui peuvent être faites. Ça, ce sont les préférences politiques, c'est le débat des partenaires sociaux,
C'est le débat politique que vous aurez ensuite s'il y a un accord entre les partenaires sociaux. C'est pas que je n'ai pas l'idée, c'est que je ne suis pas là pour les présenter, et surtout la Cour n'est pas là pour faire ce genre de préconisation. Mais tout de même, deux remarques. D'abord sur l'égalité homme-femme, les écarts à la retraite ont été étudiés dans le cadre du RALS 2023, et donc on peut en mesurer les effets. Et deuxièmement, sur les exonérations de cotisation, leur compensation est assurée par l'État. Et ça, ce sera dans le prochain RALS qui va traiter du sujet. Donc la Cour des comptes ne néglige pas ces sujets, mais ils seront traités ailleurs. Enfin, sur le risque récessif de la hausse des cotisations de la CNRACL, la Cour l'a souligné dans le cadre d'un autre rapport sur la formation finances publiques locales, avant même que le thème ne vienne d'actualité, avec le risque que ces cotisations pèsent sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, réduisent leur autofinancement et donc leur capacité d'autofinancement, d'investissement. Et donc la Cour a pleinement conscience de cela et l'a pris en compte dans d'autres rapports. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les réponses que nous pouvions faire, que je pouvais faire au nom de la Cour à vos différentes questions. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Premier Président, pour déjà cette première étape fondamentale qui, en tout cas, nous donne les bases pour les travaux menés par tous les acteurs. Vous avez, dans vos réponses, beaucoup renvoyé au deuxième rapport. Donc, nous vous attendons avec impatience pour ce deuxième rapport, avec, vous voyez, certainement un certain nombre de questions. Donc, je sais que vous allez conserver au frais les questions proposées pour les sénateurs pour que déjà vous puissiez, à travers votre intervention, en répondre en partie. Voilà. Pas seulement, mais même pour améliorer le rapport. Bien sûr, on est d'accord. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Monsieur le Président.